Bon ben, bonjour à tous. Alors merci Adrien. Vous avez vu comme il est musclé Adrien, hein, c'est un mur, hein, c'est le mur d'Adrien. Bon, ça c'était pour l'affaire. Je vais vous parler un peu de moi. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà, assez parlé de moi. Ah oui, le 6 juin j'ai débarqué. Hein. Elle était facile aussi. Mais pas le 44, quelques années après. Alors je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé au CSI jeudi soir. Il y a eu 3 communications. Une communication de Michel Rivasi, député des Verts européennes, qui a parlé du certificat, enfin le pass sanitaire, en fait plutôt selon le jargon européen, plutôt le certificat sanitaire. Je vais vous faire la nuance. Ensuite, il y a une remarquable communication de Laurent Micheli, qui est un sociologue et qui a parlé de la démocratie ou de la fin de la démocratie dans ces temps de Covid. Et enfin, il y a eu une brève communication de Banoun sur les grossesses et les vaccins. Les vaccins contre la Covid, bien sûr. Alors d'abord, Michel Rivasi, donc Michel Rivasi, députée européenne, une femme remarquable, avec Martine Vonner. Je pense que ça fait partie des figures qui resteront de ce combat contre la Covid, contre la gestion de la Covid, disons plutôt. Elle nous parle donc du certificat du certificat sanitaire. Alors pourquoi certificat plutôt que passe? Passe, ça fait passeport. Donc c'est une dimension juridique que le certificat n'a pas. Et d'ailleurs, le certificat, il ne sera valable qu'1 an en théorie. Et il repose sur 3 choses. 1, la vaccination, ou un test PCR de moins de 3 jours négatif, ou un certificat de rétablissement de la Covid avec anticorps à la clé. Donc si vous avez l'un des 3, ben vous avez votre passe sanitaire avec le QR code. La France a rejoint le train européen, va rejoindre le train européen le 21 juin, et en principe, l'ensemble des pays européens, le 1er juillet, aura ce certificat sanitaire. Alors c'est un certificat qui était dans les clous depuis mai 2020, donc depuis l'année dernière, et en fait, il était demandé par les pays qui ont une vocation touristique affirmée, comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne, parce que l'industrie touristique dans ces pays est quand même essentielle à leur économie. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient qu'il y ait une libre circulation sous couvert de sécurité sanitaire. En fait, quand on regarde de près et qu'on gratte cette histoire de certificat, on s'aperçoit qu'il y a la toile derrière, c'est-à-dire en fait il y a les GAFAM. Et il y a quand même des garde-fous et des avertissements. Les avertissements viennent de 3 institutions. L'European Digital Rights, qui a dit que le pass sanitaire était sinistre. L'OMS, qui était très critique, je résume, hein. Et enfin, le Comité national d'éthique français, qui n'était pas favorable non plus, parce qu'il laissait présupposer qu'il y aurait une tentative de mainmise de l'individu. Les garde-fous européens, c'était donc dans le texte de loi qui va être voté au Parlement européen très bientôt, c'est pas de collecte des données, pas de stockage et pas de base de données. Donc une impossibilité à tracer les individus. Or l'application Tous Anti-Covid en France ne respecte absolument pas ces directives européennes, puisque Tous Anti-Covid a été émis essentiellement pour les manifestations de plus de 1000 personnes. Normalement doit disparaître le 30 septembre. Le problème de Tous Anti-Covid, c'est que les données sont centralisées. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà l'application Tous Anti-Covid sur leur portable, normalement le 30 septembre, on n'en entendra plus parler. En fait, c'est un faux sentiment de sécurité, car ça ne résout rien en termes de sécurité sanitaire. Et vous l'avez bien compris, d'abord, il n'y a pas d'harmonisation européenne, donc il y a une discrimination d'un Européen à l'autre, et enfin, chaque pays reste souverain sur les législations, la liberté de circulation, etc. Et puis, vous l'avez compris, la dimension de ce certificat n'est en rien du tout de protection sanitaire. La dimension de ce certificat est essentiellement économique et particulièrement pour les pays du Sud, touristique. Donc on renforce en fait la tendance à une surveillance numérique, à la divulgation possible des données de santé personnelle, à un risque en termes de liberté politique et de protection des personnes sensibles. Donc d'après Michel Rivasi, c'est le début de la surveillance individuelle et malheureusement il n'y a aucun moyen de contrôle de ces données de santé. Alors comment ça s'est installé aussi vite? Comment les populations européennes férues de démocratie ont pu accepter cela? Et bien simplement, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est l'ingénierie sociale, c'est surfer sur la peur. Pourquoi on fait ça? Pour endiguer l'épidémie, même si ceci est faux. Cela ne sert en fait qu'à l'économie et pas à la santé. Donc voilà le premier chapitre de Michel Rivasi. Le deuxième de Laurent Micheli sur la démocratie.
Alors, il fait ça en 4 points, Laurent Micheli. Donc 3 points de conclusion. Le premier point, c'est que les démocraties sont régulièrement menacées par des lois sécuritaires. Et lorsque les lois sont installées, comme vous le savez, depuis 2015 par exemple en France avec les attentats, eh bien on revient rarement en arrière. Et le 23 mars 2020, donc au tout début de la pandémie en France, le gouvernement français a pris des mesures qui ont suspendu les libertés de déplacement, de culte, de culture, vous le savez ça aussi bien que moi, d'entreprendre et à confiner la population à l'échelle nationale. Donc en fait, l'exécutif fait ce qu'il veut et les contre-pouvoirs qui existent en démocratie, c'est le deuxième chapitre, en fait, on s'aperçoit qu'elles n'existent plus. Depuis mars 2020, on observe un grand silence du Conseil constitutionnel, donc il n'y a pas de contrôle juridictionnel de l'action exécutive. Le deuxième instance de l'État qui a abdiqué, c'est le Conseil de l'État. Par exemple, sur les masques, ils ont accepté les masques à partir de 6 ans alors qu'il n'y a aucune preuve de leur efficacité. Et d'ailleurs, d'une région à l'autre, ils n'arrivent pas à homogénéiser ou alors à laisser libre cours à la gestion de la Covid d'une région à l'autre, alors que l'épidémie, les chiffres de l'incidence de la maladie sont différents d'une région à l'autre. La troisième contre-pouvoir possible, c'est le Parlement. Alors, comme vous le savez, le Parlement est constitué de députés godillots majoritaires. Et puis, de toute façon, on ne leur demande pas leur avis, puisqu'on fait des procédures accélérées avec des ordonnances. Donc, l'opposition est timorée, sauf peut-être la France insoumise, mais sur des points de détail, comme par exemple le Conseil de défense, le report d'élections. Et donc, les seuls députés dont on entend la voix dissonante sont donc Michel Rivasi et Martine Vonner. Le quatrième contre-pouvoir, ce sont les médias. Alors là, les médias, ils ont quasiment disparu. Comme vous savez, 90% des médias sont à la botte du pouvoir. Donc, au lieu d'exercer une voix dissonante, d'exercer un contre-pouvoir, en fait, ils exercent une activité de propagande. Et ceci est accéléré encore plus par la censure des géants du numérique. Comme vous le savez, nos communications du CSI, on en est à la 8e jeudi soir, sont régulièrement censurées par YouTube. Et YouTube, vous savez que c'est Gmail. Et Gmail, vous savez, c'est donc le G de GAFA. Donc, où sont les promesses démocratiques des réseaux sociaux initialement décrites? Je pense qu'elles ont également disparu avec la Covid. Troisième point, c'est non seulement c'est un discours cette affaire, mais c'est aussi une répression. La répression se manifeste par les attestations de sortie, qui d'ailleurs n'existent qu'en France, qui sont des outils de coercition comme les amendes. Par exemple, le 29 mars, le syndicat de la magistrature et la Ligue des droits de l'homme se sont opposés aux amendes et ont demandé au gouvernement une amnistie générale sur les 5 arguments suivants. Premièrement, les policiers municipaux n'ont pas le droit de faire des amendes, donc c'est illégal. Deuxièmement, il y a quelquefois des excès de zèle. Je pense que Jean-Luc en a été le témoin. Troisièmement, attestation non exhaustive, en particulier, on ne parle pas des manifestations, comme si le droit de manifester avait disparu en France. Quatrièmement, le détournement des amendes. On s'en sert en fait comme arme pour punir les cibles habituelles, et particulièrement les populations d'origine étrangère vivant dans les banlieues françaises. Et cinquièmement, la verbalisation des sans-abri, ça, encore une fois, c'est une stupidité. Mais pour ces 5 arguments, la Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature a demandé l'amnistie pour les amender. Et le gouvernement n'a, à ce jour, 2 mois plus tard, pas répondu. En conclusion, la France est-elle encore le pays des libertés? Alors pour Micheli, c'est le pays des privations de liberté. Pourquoi? L'argument clé, c'est ce que vont vous dire nos gouvernants, c'est on ne peut pas faire autrement. C'est faux, la Suède a fait autrement, la Suisse a fait autrement, les Pays-Bas ont fait autrement, et pour autant les chiffres ne sont pas pires dans ces pays-là. Donc les confinements imposés ne sont pas forcément la solution à l'importance de l'incidence de la Covid. Il y a à Oxford une boîte qui s'appelle le Government Research Striker pour la Covid-19 et qui place la France en numéro 1 juste après Chypre, donc en numéro 2, et devant l'Ukraine, l'Irlande, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie et la Roumanie, comme pays ayant entraîné le plus de mesures liberticides. Donc vous voyez que la France est largement passée derrière tous ces pays, et de pays des libertés, on est bien devenu un pays des privations de liberté. Par exemple, pour donner l'hystérie du bureaucratique, avec le décret du 29 octobre 2020 qui a subi 38 modifications à ce jour, c'est-à-dire à peu près 1 tous les 4 jours.
ou le décret du 1er juin 2021, je ne vous en parle pas, ce sont des mesures générales pour la sortie de la crise, et en fait ce texte est totalement illisible et incompréhensible. Donc les citoyens en définitive sont infantilisés pour avoir une meilleure soumission sous peine de coercition et dans un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir. Nous sommes donc dans un pays où la démocratie est largement menacée, si ce n'est déjà dépassée. Troisième communication, c'est celle de Mme Banoun sur les vaccins. Je vais aller très très vite. D'abord, la Covid est-elle dangereuse ou la femme enceinte est-elle un facteur de risque pour la Covid? La réponse est non. Deuxièmement, est-ce que le vaccin est efficace sur la femme enceinte? Ce n'est pas démontré puisque dans les études préalables, on n'a pas testé les femmes enceintes. Troisièmement, on n'exclut pas une augmentation des fausses couches après vaccination. Quatrièmement, le vaccin entraîne des perturbations du cycle menstruel. Les effets secondaires chez les femmes enceintes comme chez les femmes non enceintes sont les mêmes, en particulier thrombose et myocardite, dans des proportions évidemment très faibles. Le rapport bénéfice-risque n'est donc pour Hélène Banoun pas favorable, sauf si la parturiente a plus de 35 ans ou a les facteurs de risque habituels, obésité, diabète, hypertension, etc. Il faut donc évaluer au cas par cas, entre sages-femmes, obstétriciens, etc., si elle doit être ou pas vaccinée, mais on n'est pas aidé en fait par les autorités, parce que pour ce qui est de la Haute Autorité de Santé, ou l'ANSM, l'Agence du Médicament, ou la Direction Générale de la Santé, trois agences, trois discours différents, et en fait, si on écoute l'ANSM, les formes sévères de la Covid apparaissent plus volontiers au 3e trimestre de la grossesse. Il faut donc vacciner dans ces conditions avant ce 3e trimestre. Donc voilà, la balance bénéfice-risque pour le vaccin chez la femme enceinte n'est pas favorable et il faut donc ne pas vacciner les femmes enceintes. De même que bientôt on communiquera sur la vaccination chez les adolescents et vous verrez que ce sera la même chose. Merci de votre attention.